Chère Thaï, chère communauté, bonjour à tout le monde. On est le 9 mai, l'année 2019, pour la journée laïque au Hameau du Haut. Et j'ai une tâche ce matin, c'est d'être ici et de pratiquer et de partager à propos de ma pratique à moi. Et je pense que le mieux, c'est si on le fait ensemble. Donc on peut tous. Donc ma pratique dans votre tête, ça marche peut-être pas. Donc c'est une occasion de pratiquer ensemble. Donc on peut revenir à notre corps, sentir notre corps et voir ce qui se passe en nous en ce moment. On est ici depuis quelques jours ou depuis plus longtemps que ça. Et c'est quelque chose qu'on apprend ici. La principale chose, c'est d'être avec notre corps et d'utiliser notre corps comme une porte vers notre monde intérieur. Et donc, où est notre corps maintenant comment est-ce qu'on le ressent? C'est quoi la sensation de vivre dans ce corps? On apprend que chaque fois c'est différent. C'est pas toujours la même chose. On revient au moment présent, on revient à ce corps avec un regard frais. Comment se sent-on en ce moment? Est-ce que je peux être là complètement dans mon corps ou pas? Est-ce que mon esprit est calme, en paix? Est-ce que mon esprit est présent ou un peu agité, raffiné ou plutôt grossier, paisible, agité? Est-ce que je peux tout assimiler quand ça vient? Est-ce que j'aime bien ou est-ce que je n'aime pas? Est-ce que je peux rester, est-ce que je peux demeurer avec ces sensations? Mes chers amis, je suis curieux. Il y en a combien qui partent demain? Qui peuvent lever leurs mains s'ils partent demain? Ça en fait pas mal. Ouais. Merci d'être là. Et bonne chance. Bonne chance pour ramener ce que vous avez touché cette semaine, pour le ramener dans votre vie de tous les jours. J'espère que vous avez apprécié les bonnes conditions qu'on vous offre ici pour cultiver une présence, un esprit présent et ouvert et paisible, suffisamment paisible pour être en contact avec. Et j'espère que vous avez appris quelques petits trucs pour ramener chez vous. On a pratiqué l'assise, la marche lente, manger, la relaxation profonde,
Aussi les partages de thé informels, peut-être la méditation du shopping ou de la glace, de la crème glacée. Donc on espère que certains de ces éléments vont vous allez les ramener avec vous. Une chose à reconnaître, la plus importante peut-être, c'est on ne fait pas de choses très très spéciales ici, on fait plutôt des choses ordinaires, mais on essaie de les faire comme une méditation. Donc le travail, on appelle ça la méditation du service. Quelle est la différence? C'est ce qui se passe dans la tête. Vers où va notre attention? Et comment nous portons attention à quelque chose? Donc quelles sont les qualités de l'esprit? Quel est l'esprit qui nous est bénéfique? J'en ai dit quelques-unes, quelques qualités. La paix, le calme, l'ouverture, la bienveillance, l'empathie. Donc maintenant, on peut sentir en soi si on a ces qualités dans notre esprit en ce moment. Et on développe on développe notre capacité à être familier avec ces qualités et on apprend à être présent pour voir si elles sont là ou pas. C'est ce qui rend ma marche de la résidence jusqu'au hall de la salle à manger. Est-ce que cette marche est méditative ou pas? C'est si je suis calme ou pas. En ce moment, est-ce que je suis assis en paix? Est-ce que j'ai un esprit ouvert et doux ou pas? Et quand vous faites ça, vous allez vous rendre compte que l'esprit ne répond pas spécialement à notre envie, à notre désir. Dans 10 minutes, on peut se sentir différent que maintenant. Et c'est là qu'on commence à pratiquer. On apprend à jouer au piano et je vois que ce que j'ai envie de jouer dans mon esprit et ce qui sort du piano n'est pas toujours la même chose. C'est là qu'on commence à apprendre de travailler avec cet esprit qui semble avoir sa propre vie. En tout cas, mon esprit, j'aimerais qu'il m'obéisse, mais c'est comme un chien qui n'a pas été dressé. Mon esprit fait ce qu'il veut. Donc maintenant, si on n'est pas centré ou en paix, où est-ce qu'on est alors? Et comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on peut laisser ces sentiments être là? Est-ce qu'on peut les laisser je me sens agité ou fatigué ou nerveux ou fâché, en colère? Et je dis ouais, c'est ça. Et c'est bien comme ça. Frère Fapou, il parlait de la deuxième flèche. Est-ce qu'on peut éviter recevoir une seconde flèche? Moi, j'ai l'intention d'être assis ici en paix et je suis pas en paix.
Ok. Je peux dire, est-ce que je peux dire oui, je ne suis pas en paix et pas m'opposer, pas essayer de résister ou de résoudre. On vient tous ici avec une certaine raison, une motivation pour se rapprocher de cette tradition, de cette pratique, dans certaines situations de la vie. On apprend qu'on n'a pas toujours les bonnes motivations. On a envie de résoudre en fait nos problèmes. Et on a envie de transformer, de guérir. C'est très dangereux de vouloir se transformer. S'il vous plaît, ne vous transformez pas. C'est une blague. C'est sûr, on a tous envie de grandir et de s'améliorer. Mais je suis assis ici et j'ai envie d'être en paix, mais je ne suis pas en paix. Alors comment je réagis? Est-ce que j'essaie de résoudre le problème ou créer un autre conflit? Ou est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réagir ou être en relation avec ces sentiments sans que ça crée plus de conflits en moi? Si vous avez médité quelquefois, vous sortez de la méditation et vous pensez « Ah, c'était une super méditation. » Et parfois, vous sortez et vous dites « Ah, j'ai perdu 30 minutes. » C'est encore un autre jugement, une bonne méditation et une mauvaise méditation. Dormir pendant la méditation, c'est peut-être le pire, la pire des méditations. Peut-être que vous aviez besoin de dormir. Est-ce qu'on peut reconnaître nos attentes et notre jugement et être en paix avec ça? Est-ce qu'on peut reconnaître ah oui, cette méditation, elle était bien et l'autre, elle était moins bien. Et on apprend comme ça, pour apprendre à marcher, on doit tomber aussi. Ça fait partie du processus. Il y a un frère qui faisait des dessins pour Disney. Et parfois, il avait des phases dans sa vie comme artiste où il regardait ses dessins et il disait « c'est pas beau, ça va pas bien ». Et au début, il se disait « je suis pas assez bon, je suis pas… » Et en fait, il a appris que c'était juste une phase. Et c'était une phase où il grandissait de voir les limites de son art. Et quand il a pu accepter et voir l'imperfection, il a pu se surpasser et apprendre à dessiner mieux. Et je pense que c'est une belle attitude qu'on peut adopter dans notre pratique. Quand on est en méditation assise et qu'on se rend compte que c'est vraiment une mauvaise… et alors on peut se dire, mais peut-être qu'on apprend ce qu'on ne doit pas faire. Donc maintenant, comment se sent-on en ce moment? On va écouter un son de la cloche. Et prendre ce moment de respiration pour faire la paix avec ce qui se passe en nous.
taille, notre enseignant a écrit beaucoup de calligraphie, fait beaucoup de calligraphie. Et il y en a un qui dit ceci est un moment un moment heureux. Et je regarde et je dis je lis ah c'est un moment heureux. Et je me dis ah non c'est pas un moment heureux pour moi. Et c'est comme ça que je l'entends. C'est est-ce qu'on est en paix et présent dans ce moment. C'est ça qui fait un moment heureux. Pas tous les moments vont être plaisants ou agréables. On va pas commencer à pratiquer et tout va être agréable. On va toujours avoir des moments désagréables, inévitablement. Est-ce que je suis ouvert à ce moment? Est-ce que je reconnais ce moment? Et est-ce que je crée un conflit ou un problème avec ce moment? Je veux dire, ouais, ceci est le moment présent. Et c'est un moment heureux parce que je ne suis pas en conflit ou avec moi-même. Vous rentrerez chez vous et une des possibilités quand vous allez rentrer, c'est de se dire ah le village des pruniers c'était super et on s'est réveillé tous les matins à 5 heures et je vais me lever à 5 heures je vais dire à ma famille qu'on va manger en silence et vous pouvez aller aussi loin que vous voulez sur ce chemin. Mais je pense que ça dit quelque chose à propos ça nous parle de l'effort et qu'est-ce que c'est l'effort et quand est-ce que c'est nécessaire de mettre de faire un effort et quand est-ce que ce n'est pas bénéfique de faire un effort. Quand on s'assied avec notre esprit et notre corps, on se dit, on voit on a quelque chose à dire à notre esprit et dans notre corps. C'est limité, mais et essayer de contrôler trop, ça ne nous aide pas du tout. Donc j'espère que vous avez pu toucher le fait que des conditions qui nous encouragent et qui nous aident sont importantes. Donc ici, il y a des frères et des sœurs, il y a des cloches, il y a des calligraphies, c'est calme, l'atmosphère est calme. Tout ça, ce sont des conditions qui nous aident dans notre pratique. Si on essaye de recréer cette pratique avec des conditions différentes, ça peut demander beaucoup d'efforts. Ça risque de demander beaucoup d'efforts. Mais oui, un peu de détermination peut être bénéfique et nécessaire. Mais j'ai envie de dire, de poser la question, comment puis-je créer des conditions qui rendent la pratique, qui rendent le fait de pratiquer plus facile pour moi? On apprend qu'on n'est pas tous, on apprend qu'on n'est pas tous des entités séparées. On est une membrane et les choses rentrent et sortent. On est très sensible aux autres, à l'environnement dans lequel on se situe. On est facilement affecté par cela. Et par la pratique, on devient plus sensible, plus ouvert, plus réceptif. Donc, s'il vous plaît, quand vous rentrez chez vous, soyez réaliste et soyez créatif dans la manière de ramener une pratique chez vous pour être plus heureux. J'aime bien une autre calligraphie de Thaï.
il dit il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. C'est important de faire c'est c'est important de se dire c'est ouais. C'est pas d'essayer d'être faire beaucoup d'efforts aujourd'hui pour être heureux demain, non, c'est être dans le moment présent pour être heureux en ce moment même. Avec les attentes, il y a un autre morceau, un autre part du paysage intérieur. C'est le jugement et la voix, la voix intérieure, la voix du jugement qui, s- qui sait ce qui est bien et pas bien pour nous. Quand on est assis pour se calmer, pour être en paix, on peut voir parfois que la réalité est complètement différente, que des choses viennent entraver la paix. Et cet ami intérieur vient, regarde, regarde, tu es un moine depuis 11 ans ici, quel genre de pratiquant es-tu? Tu n'y arrives pas. C'est important d'entendre, de reconnaître ces voix intérieures parce qu'elles ont beaucoup d'effets dans notre vie, sur nos priorités, nos actions. Le cœur de la pratique, c'est une pratique basée sur le corps. Le corps, c'est notre ami. Le corps, il va pas ailleurs. Notre esprit part dans beaucoup de sens et notre imagination. Mais notre corps, il est ici, il est présent en ce moment. Et quand on est avec notre corps, il y a un grand avantage, c'est que le corps, il est honnête. Et par les sensations du corps, on peut se sentir, on sait comment on se sent. On sait dans quel état d'esprit on se trouve. Est-ce qu'on est dans un état d'esprit d'amour et de bienveillance, ou est-ce qu'on est dans le jugement? Et après un moment, on commence à reconnaître ça dans le corps. On apprend à plus facilement reconnaître est-ce que le corps est détendu ou est-ce qu'il est tendu, fermé. Le juge est facile à voir. Quand on vient au corps, quand on vient dans le corps, c'est pas un corps ouvert, c'est pas un corps empathique. Comment ressent-on le juge intérieur? Froid, dur, coupé du monde, paralysé. L'histoire dit, il est très intelligent le juge. Et c'est des histoires faciles à croire, mais elles ne viennent pas d'un lieu d'amour et de paix et d'ouverture. Alors notre tâche, c'est de voir, mais comment on voit qu'il y a un jugement et comment on réagit. Et je sais que j'ai pas envie d'aller plus loin dans ce jugement. Je peux pas prétendre qu'il y a pas de jugement. Ça marche pas. Je dois trouver des moyens appropriés pour voir comment faire la paix avec ce jugement. Voir ce qu'il y a derrière.
Donc on peut voir, on peut se dire, reconnaître qu'il y a du jugement et revenir dans le corps et voir qu'il est tendu. Il y a peut-être de la peur, il y a peut-être des sensations dans la poitrine ou dans le ventre. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, on peut simplement ressentir le jugement, voir si on aime bien ou pas, reconnaître et continuer de respirer. Parfois la tempête peut être plutôt forte et c'est pas toujours facile d'être là et on n'est peut-être pas assez familier avec cette voix pour la reconnaître et ne pas et ne pas l'écouter, ne pas la croire, y croire en fait. Et elle dit, cette voix, elle peut dire, il faudrait que tu fasses quelque chose de productif et pas ça. Oui, il y a toujours un dialogue, peu importe lequel, mais j'aime bien voir mon esprit comme il y a un chœur, une chorale, et il y a plein de voix qui me parlent, et le juge, c'est une des voix, la voix la plus forte. Et derrière cette voix, il y a beaucoup de mal, enfin de douleur. Et alors j'invite le juge à rentrer dans ma maison et je lui demande qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te motive à être tellement dur avec moi en ce moment? Et à ce moment-là, il dira peut-être quelque chose comme j'ai peur, je veux que les gens m'aiment. J'ai le sentiment que je devrais réussir et j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être, pas valoir, pas être aimé. J'ai peur que si les gens voient qui je suis, ils vont plus m'aimer. Donc c'est très différent. Au début, c'était une voix très dure et le ton change. Maintenant, c'est une voix vulnérable, plus douce. C'est une émotion qui est connectée à cela. Ce n'est plus ceci est juste, ceci est pas juste, ceci est bien, ceci est mal. Quand je peux voir ce qu'il y a derrière, le sentiment change. Je sens de la tendresse ou je sens de la vulnérabilité, de la douceur, de la douleur. Je ne sais pas si vous pratiquez la méditation de 5 ans, l'enfant de 5 ans. Est-ce que j'arrive à être en contact avec mon enfant intérieur qui ressent de la douleur? Pas parce qu'on est traumatisé, pas spécialement, mais parce qu'on a tous besoin à 5 ans d'être accepté, d'être aimé, d'être écouté. Et on a été entraîné pour ne pas écouter cette voix et parce qu'on est trop fragile ou trop vulnérable. Mais c'est une opportunité précieuse de ramener cet enfant et de lui dire je te connais
et je suis là pour toi, et je peux prendre le temps maintenant d'être avec cette douleur et d'être avec ce besoin d'être aimé. On va écouter un son de cloche et voir comment on se sent maintenant. Et sentir ce qu'on sent sans la volonté de changer, que ce soit différent. On peut faire de la place pour ce qui est. Et le reconnaître avec un esprit qui est présent et calme. C'est un point qui est important pour moi, c'est que l'esprit soit ouvert et calme, mais qu'il soit clair, que l'esprit soit clair aussi. On a la capacité de reconnaître ce qu'il y a devant nous. C'est important pour moi parce que pendant des années, j'ai cru que je devais être en paix pendant que je méditais, et j'étais pas en paix et j'essayais de m'apaiser. Et ce que j'ai réussi, c'est que j'ai créé mon esprit. J'étais plus ou moins en paix, mais j'étais pas alerte, ouvert. J'avais l'esprit un peu embrumé. Je pense que c'est une erreur. Parfois, je vois les gens. Parfois les gens, ils s'arrêtent. On est en contact avec les choses et on prend un moment pour être avec l'eau savonneuse. Et on prend un moment pour être là. Mais quand ça devient une habitude, je deviens sceptique. Est-ce qu'on est en train de cultiver un esprit clair qui est capable de reconnaître ce qu'il y a et de voir les conséquences, et de voir ce qui est bénéfique ou non bénéfique? Quand on est présent, on doit voir ce qui vient à nous, et on doit pouvoir voir ce qui se passe en nous. De la colère, de la douleur, de la tristesse. Mais quand on est dans un état un peu moitié sommeil, on n'a pas la capacité de voir dans quel état d'esprit on est. Et c'est là que je pense qu'on marche sur un chemin un peu qui dévie un peu. On veut un esprit ouvert, qui est aimant et qui est clair. Je me rappelle avant d'être moine, j'allais dans plusieurs endroits, dans des monastères. Et un jour, j'ai demandé à un enseignant, je lui disais que je pensais devenir moine. Et tout ce qu'il a dit, c'est jusqu'où veux-tu aller? Et
je vous demande, là, je vous pose la question, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Quel est notre but dans la pratique? Qu'est-ce qu'on espère sortir de cette expérience? De la paix, ouais, ça c'est sûr. Bien. On commence à pratiquer, on s'assoit et on sent qu'on est plus serein, on est plus détendu. Est-ce que c'est ça? On va s'arrêter là? Ouais, vous pouvez vous arrêter là. C'est chouette, c'est bien. Et quand j'ai commencé à lire des livres bouddhistes, j'ai lu quelque chose à propos de la méditation. Et je me suis dit, ah, c'est chouette, j'ai essayé. Et je me suis dit, je vais le faire tous les jours. Et je le faisais de manière méthodique. Et mon frère avait besoin, je rentrais chez moi et mon frère demandait de lui apprendre lui aider, de l'aider dans les mathématiques. Et c'était l'heure de la méditation. Et donc je me suis fâché sur mon frère parce qu'il était dans le chemin de ma paix, de ma méditation. Et donc je pense que je comprenais mal ce que c'était la pratique. C'est inévitable. Si tout ce qu'on veut, c'est la paix, à ce moment-là, la pratique devient un instrument, comme on en a beaucoup. C'est un instrument comme regarder un film. Mais ça ne devient pas un moyen de voir la vie plus profondément, mais ça devient c'est simplement un moyen d'être dans un état un peu plus agréable. Mais ça, c'est pas le but de la pratique. Quand vous me demandez quel est le but de la pratique, je dirais, c'est de vivre notre vie le plus pleinement possible, d'être le plus vivant possible en ce moment. Pas essayer de mettre une couche de je devrais, je dois, il faut. Simplement dire, ah voilà, c'est ma vie maintenant, comment je peux être comment je peux être vivant. Et les attentes ne nous aident pas beaucoup pour être vivant. L'intention, elle est importante. On a besoin d'une intention pour pratiquer. Sans intention, on est perdu. On est à la dérive. Mais c'est différent d'avoir une intention que d'avoir une attente. Mon intention, c'est d'être ici et d'être en paix. Et là vient le moment présent. Voilà, c'est peut-être comme ça, ou c'est peut-être différent. Je suis peut-être pas en paix. Est-ce que j'ai envie d'explorer ce moment présent? Ce qui veut dire m'explorer moi-même, avec ouverture, avec amour, avec gentillesse, bienveillance, curiosité aussi. Et vraiment de se poser la question, remettre en question ce qui nous fait vivre, nos motivations dans la vie. J'aime nous voir comme un oignon, comme on commence à enlever les couches de l'oignon, et on pense que enfin j'ai lâché la douleur, cette blessure de quand j'avais 3 ans. Mais il y a encore quelque chose chaque fois. Il y a chaque fois quelque chose. Mais il y a aussi l'image de quand on enlève les couches de l'oignon, on pleure. Et dans la pratique aussi, on peut pleurer. Ça peut être difficile parfois, qui sont pas agréables dans le moment même. Être en contact avec son juge intérieur, ça nous rend très, très humbles.
Ça me rend très humble pour voir que j'ai toujours cette voix. Je suis un moine et j'ai 43 ans et j'ai toujours cette voix intérieure. C'est pas bien. Je peux me dire ça, mais... Mais quand on parle de motivation, quelle est notre motivation d'arriver à quelque chose? On connaît le potentiel qu'il y a derrière. On doit faire la distinction entre les bienfaits en court terme, qui sont le chocolat ou d'autres choses, et les bienfaits du long terme. Est-ce que le chocolat, c'est la meilleure manière d'être avec notre souffrance? Une autre manière, c'est de se dire, je me sens, j'ai une tristesse et j'ai envie de m'en débarrasser. Est-ce que je peux le ressentir pleinement et qu'est-ce que je peux apprendre? Il y a une part de moi qui n'a pas envie de faire ça parce que c'est pas agréable. Mais il y a une partie plus sage de nous qui dit voilà, tu sais combien de joie il y a derrière le rideau de la tristesse. On sait quelque part combien de liberté il y a derrière cette tristesse. Et c'est une liberté durable. Donc il y a une partie de moi qui me dit, la tristesse, super, chouette. J'aime l'image du terrier de lapin. Je ne sais pas à quelle profondeur il a le terrier. Mais peut-être que je ne commencerai pas. Mais plus on va loin, plus on est intrigué de ce qu'on va trouver. Et plus on trouve un potentiel de vraie liberté, de vraie stabilité, qui ne vient pas du micromanagement de notre vie. Ça vient de l'ouverture. C'est un risque si vous voulez utiliser la pratique que pour vous donner de la paix et du bonheur. À ce moment-là, vous allez commencer à contrôler l'environnement et votre vie et ce qui nous vient à nous. Je veux que des amis, paisibles. Cette personne-là n'a pas une bonne énergie, laisse-moi tranquille. On peut faire la même chose, mais on sait que l'amitié a eu un impact sur nous et qu'on a un impact sur nos amis. Donc quand ce chemin devient plus important pour nous, on commence à choisir nos amis, mais c'est pas sur les critères du jugement ou de l'aversion. Si je mets toute mon attention dans mon cœur ou dans mon esprit, à ce moment, je commence à reconnaître que quelque chose n'est pas bien ou n'est pas bénéfique pour moi. Les 4 nutriments, les 4 nourritures. Certaines choses, on perd un peu l'intérêt. On voit que ça n'a pas d'effet à long terme bénéfique pour nous.
C'est la même chose pour certains endroits, certaines personnes. On commence à sélectionner parce que ce sens de paix, d'amour et d'empathie devient important. Donc on veut cultiver l'ouverture. Peut-être qu'à ce moment-là, on vient au village des pruniers. Il y a un autre truc, un autre outil que vous pourrez amener avec vous à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu une présentation des 5 entraînements? Il y aurait dû y avoir quelque chose sur les 5 entraînements. S'il n'y a pas, vous pouvez demander, on vous donnera le texte. Donc les 5 entraînements à la pleine conscience sont une manière d'intégrer justement, intégrer la vie. C'est pour nous guider dans comment on vit notre vie. Là, il y a le vitrail, le vitraux, c'est très peu traditionnel. Il y a le premier mot smriti en pali, veut dire pleine conscience. Traditionnellement, ce serait sila. Sila, c'est les entraînements, les préceptes, les entraînements, les 5 entraînements. Et Tai il savait comment la mentalité était en Occident et il savait que les règles, s'il y avait des règles, des préceptes ou comment se comporter, on aurait rejeté plus facilement. Ici, on apprend quel genre d'esprit on veut cultiver. C'est bien de voir quel esprit on veut avoir. Un esprit ouvert, curieux, bienveillant. Et alors on peut comparer tout avec notre esprit. Et comme ça on peut voir clair. Si quelque chose est clair, quelque chose est bienveillant. Et en partant de l'esprit, je peux voir comment mon action a un impact sur ma vie, sur mes actions, sur les gens autour de moi. Donc je commence à être en pleine conscience et je commence à voir mes actions, le corps, l'esprit et la parole. Et je commence à voir leur impact et leur effet. Et naturellement, j'ai envie de sélectionner ce qui est bénéfique. Donc c'est pour ça qu'on commence avec la pleine conscience. Et de la pleine conscience, on va vers les actions. On regarde nos actions. La tradition serait été dans l'autre sens. Dans un temple traditionnel bouddhiste. Et les laïcs viendraient donner des offrandes aux moines, mais ne méditeraient pas spécialement. Attends, je bouge un peu. Se comporter de manière éthique. Et puis on va commencer à voir les fruits de la pratique. Ici, c'est important de reconnaître si vous vous reliez de manière bienveillante avec votre souffrance.
que le juge qui est en vous peut être un ami. Reconnaître ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Se baser sur la pratique de la pleine conscience. Et prendre conscience des conséquences de mes actions. Est-ce que mes actions vont causer de la souffrance ou pas? Ce n'est pas dire non, tu ne dois pas voler, mais simplement prends conscience de ce qui se passe quand tu voles. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient dans la pratique pour être plus libre, mais au bout d'un moment, on a l'impression qu'on a moins de liberté, qu'on ne peut plus faire certaines choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre nous interdit, mais c'est parce qu'on développe un sentiment intérieur, une autorité intérieure qui me dit « Non, tu ne peux pas faire ça, tu connais les conséquences de tes actes. » Et c'est un juge très différent. Ce n'est pas un juge qui nous dit « c'est bien » ou « c'est mal », mais c'est plutôt un juge intérieur qui est conscient de ce qui est des conséquences des actions. Donc j'espère que vous pourrez devenir amis avec votre juge intérieur et que vous allez pouvoir continuer de pratiquer votre pratique et que vous allez pouvoir amener la pratique dans votre vie quotidienne. Et je pense que prendre du plaisir, c'est très important. Amener du plaisir dans votre vie pour que la pratique ne soit pas trop désincarnée ou trop triste. On pratique parce qu'on se donne pour avoir du plaisir. Si je me dis « Ah, je dois m'asseoir sur le coussin, bon, ok, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. » Si vous êtes dans cet état-là, ça ne va pas durer très longtemps. Mais par contre, si vous cultivez la curiosité, si vous êtes intéressé par votre esprit, par votre pratique, alors là oui, vous allez avoir l'envie de pratiquer. Ce n'est pas une autre tâche à accomplir, mais c'est un sentiment qu'on peut ressentir, on se dire « Waouh, ça me donne du plaisir de faire ça. » Ouais, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous oblige à faire. Ça peut venir de notre cœur, de notre envie. Et puis on va commencer à connaître. On va commencer à prendre soin de notre esprit de manière habile. D'une façon où notre esprit n'est pas perdu. Voilà, simplement s'asseoir et avec l'intention de cultiver la paix. Ce n'est pas forcer l'esprit, ni être trop laxiste avec notre esprit. Mais c'est important de pratiquer pour qu'il n'y ait pas d'effets secondaires négatifs. Cultiver la compassion. On va écouter un autre son de la cloche. Et quoi qu'il se passe dans notre esprit, on peut le mettre de côté et juste s'offrir un moment de paix et de présence à notre corps. Et s'ouvrir à tout ce qui est là. Juste observer ce qui est là, comment est-ce que notre corps se sent.
revenir aux sensations du corps. Je pense qu'un élément très important, c'est d'être bienveillant avec soi-même, développer une qualité du cœur, de bienveillance, d'empathie, en se demandant comment est-ce que c'est de souffrir. Quand on s'assied avec notre vie. On n'est pas en train de séparer la pratique et la vie. La vie et la pratique sont une chose, une seule et même chose. Je pratique, je suis vivant. Combien de ma vie je peux amener dans cette pratique? Est-ce qu'il y a des parties de ma vie que je ne peux pas amener dans la pratique? Est-ce qu'il y a des parties de mon monde émotionnel avec lesquelles je ne peux pas pratiquer? Est-ce qu'il y a des émotions avec lesquelles je ne peux pas m'asseoir? Car les émotions vont être une partie très importante de notre assise méditative ou de notre marche méditative. Quand je m'assieds, j'ai envie d'être paisible, mais je suis furieux. Ok. Est-ce que cela peut faire partie de ma pratique? Ou alors j'ai besoin d'être paisible? Est-ce que la colère peut devenir une partie de ma pratique? Et les émotions sont un petit peu... peuvent être un peu compliquées de prime abord, parce qu'elles ont plusieurs couches. Il y a souvent beaucoup d'histoires qu'on se raconte dans notre esprit. Comment est-ce que tu as osé me dire ça? Ou pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Donc toujours on revient à notre corps. On revient à notre corps pour être présent. On s'assied et on voit le discours de notre esprit. Et on peut se dire, merci mon esprit, mais maintenant je reviens à mon corps. Comment est-ce que mon corps se sent? Vous pouvez penser à votre émotion favorite. Comment est-ce que je me sens quand je suis en colère? Comment je me sens quand je suis triste? Comment je me sens quand je me sens seul? Quand je ne me sens pas aimé, quand je ne me sens pas digne d'être aimé? Est-ce que je peux m'asseoir avec cela sans réagir, sans tomber dans l'histoire que mon esprit se raconte? Sinon, quand je m'assieds, je commence à sentir mon cœur, et puis tout d'un coup mon esprit qui s'emballe, qui se raconte plein d'histoires. Ok, je peux revenir à mon cœur, à mes sensations. C'est comme parfois s'asseoir au milieu d'une tempête. Et c'est possible d'être présent. Et puis il y a cette histoire qui revient. Ah, tu es toujours en colère. Ah, bien sûr, tu n'es pas digne d'amour. N'écoutez pas cette voix. Ça, c'est
Ça, c'est l'histoire que l'esprit se raconte. Revenez dans votre corps. Ah, il y a de la douleur. Oh, il y a de la colère. Simplement, comment est-ce que vous vous sentez? Ah, il y a de la colère. C'est ce que j'entendais par amener la vie dans votre pratique. Il n'y a rien qui soit en dehors de notre pratique. Il n'y a rien qui soit en dehors de notre capacité à être présent. Le but de la pratique, c'est d'être présent avec toute cette complexité en nous et de reconnaître. Et on est comme un oignon avec plein de couches. Avec plein de couches qu'on n'a pas encore découvert. Plein de choses qu'on s'impose ou qu'on pense vraies par rapport à la vie, par rapport à nous. Et donc petit à petit, on commence à peler l'oignon. Certaines couches vont partir facilement. Certaines couches vont prendre du temps. Est-ce qu'on peut accepter de ne pas être le pratiquant parfait qu'on veut être? L'autre jour, j'ai rasé mon crâne et puis il y a un frère qui est venu me voir, qui m'a dit « Oh, tu as oublié un bout de ton crâne de raser. » Et je réalise que je ne suis pas le pratiquant parfait que je voudrais être. Je me dis « Ah ouais, je me suis rasé le crâne et j'ai oublié cette partie de me raser. Ok, ça suffit, c'est assez bien. Est-ce que je peux être suffisamment bien ?» Et ça, c'est mon juge favori à l'intérieur de moi-même qui me dit toujours « Tu n'es pas assez bien. » Et je me dis « Ok, c'est ok. » Et je pense que quand on s'assied avec la bonne météo ou du mauvais temps, on peut quand même cultiver la bienveillance envers nous-mêmes, notre cœur plein d'empathie pour la personne en face de nous. Parce qu'on voit l'autre et on sait comment elle se sent quand elle se sent misérable, quand elle est bloquée dans les jugements envers elle-même, quand elle ne se sent pas digne d'être aimée. On a traversé ces moments-là, plus ou moins fortement. On a traversé ces moments avec un esprit bienveillant, avec un esprit d'amour qui nous souhaite le meilleur. Donc naturellement, on le souhaite pour l'autre personne, on souhaite le meilleur pour l'autre personne. Et se dire, je sais ce que tu traverses. Ça, c'est un autre but de la pratique. Est-ce qu'on commence à changer notre perspective de moi, avec on commence à avoir une perspective plus vaste, plus ouverte. Thaï nous dit que mon bonheur n'est pas séparé du bonheur de l'autre. Ça, c'est un but très important de la pratique, c'est de voir que, en effet, on n'est pas séparés. Parfois, j'ai envie de faire ça, mais ça peut te faire souffrir si je fais ça, donc ok, je ne vais pas le faire. C'est mon jour de paresse. Ok, c'est mon jour de paresse, j'ai juste envie de lire un livre, ok. C'est un long voyage qu'on peut faire tous ensemble. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de chemin vers le bonheur, mais le bonheur, c'est le chemin. Et c'est un chemin qui nous amène plus de bonheur, plus de paix. Chaque fois qu'on marche, il n'y a pas besoin d'arriver à la fin du chemin. On peut être heureux tout au long du chemin.
Merci chers amis pour cette pratique ensemble. Nous allons écouter 3 sons de la cloche.